coup, eh ben, petite interrogation ce soir-là qui vient sur l'inconscient et l'inconscience. L'inconscient collectif, là, au regard de Freud et Jung, et donc c'est passé dans le consensus collectif de notre sémantique habituelle, euh, ça serait en fait le subconscient, en vrai. Et donc le subconscient étant à peu près localisable dans le subatome, donc dans le disque dur subatomique, sphérique, parce que c'est un disque non plane, c'est sphérique. Et, et l'inconscient, en fait, serait dans le noyau. Euh, donc la réflexion qui venait là, c'était une parole, parce que là je suis pas vraiment dans la parole, j'essaie de me rappeler de ce qui était passé dans la parole tout à l'heure quand je me mettais à parler là-dessus, parce que je parle toute seule, hein. Voilà, je me tiens en compagnie. Et donc, je réfléchissais là-dessus à voix haute, et donc ça me disait que ben, l'inconscient, il est pas ce qu'on appelle nous inconscient. Et justement, je pense qu'on fait un mauvais usage du mot inconscience et que ce qu'on veut finalement dire par inconscience, c'est pas intelligent. Et l'inconscient, en fait, il est intelligent et il n'est pas dans le style inconscient comme nous on le pense, c'est-à-dire pas intelligent. Et puis du coup, bah, la subconscience, donc le subatome, le monde de la mort, l'astral, tout ça, c'est vraiment pas intelligent parce que c'est chaotique. Bah, parce que c'est donc un patron d'interférences sphériques qui mélange à la fois les programmes, à la fois les logiciels aussi, et puis ensuite ben, les exécutions de programmes, c'est-à-dire les mémoires, les datas. Enfin, les datas mémorielles, parce que les logiciels, c'est des datas, c'est de la programmation, donc c'est des données. Et les programmes aussi, c'est des datas, puisque c'est aussi de la programmation, c'est du code. C'est du code, des bits, quoi. Donc du coup, on parle d'inconscience, on parle de conscience, et du coup, le conscient, pardon, c'est quelque chose qui est pas intelligent non plus. Alors, qu'est-ce que c'est que la conscience, en fait? Pour se rapprocher un peu plus d'une signification anthropomorphique, c'est plus une conscience de soi, c'est-à-dire une réflexivité sur soi-même, un autocentrage, quoi. Euh, et de ce fait, ben, l'inconscient, il n'est pas conscient. Et du coup, il porte bien son nom. Mais c'est nous qui utilisons pas très bien le terme d'inconscience. Parce qu'en général, quand on dit que quelqu'un est inconscient, ben, c'est pas dans le sens de l'inconscient comme on voudrait dire que l'inconscient est. Parce qu'on a quand même cette notion que l'inconscient, c'est ce qui fait. On commence à le savoir, ça. L'inconscient envoie des synchronicités, ça se dit de plus en plus. C'est vrai que Jung a quand même pénétré les sphères des élèves freudiens, mais donc oui, on ne dit pas vraiment que l'inconscient est inconscient dans le sens où on l'entend, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas intelligent, il n'est pas structuré, il n'est pas, voilà. Non, il est très intelligent, très structuré, mais c'est vrai qu'il n'est pas forcément conscient de lui-même. Parce que la conscience de soi ne vient que par réflexivité, c'est-à-dire qu'il faut un miroir. Moi, je sais qu'il n'y a pas très longtemps, la petite chienne qui est arrivée chez nous, elle est petite, donc quand elle s'est découverte dans un miroir, c'était une vraie catastrophe. On l'a pas filmé, voilà, parce que c'est arrivé, elle avait déjà pas mal testé le truc, et puis ma mère avait assisté à ça. Et moi, quand je suis arrivée, je me suis juste régalée de la regarder, et je me suis dit, il faudrait la filmer, mais je l'ai pas fait. Mais c'était vraiment, ça payait, quoi. Elle était mais furieuse d'avoir un chien en face d'elle qu'elle pouvait pas attraper et niaquer. Donc c'était une vraie colère. Et petit à petit, moi je me suis mise avec elle sur le miroir, j'ai interagi avec elle, et donc elle me voyait dans le miroir, elle comprenait pas. Et au bout d'un moment, elle a fini par comprendre. Elle regardait derrière, évidemment, derrière il n'y avait rien. Et puis elle me voyait dans le miroir, elle me voyait à côté, donc elle comprenait pas pourquoi j'étais aux deux endroits à la fois. Et au bout d'un petit moment, je pense qu'elle a fini par comprendre que c'était elle qui était aux deux endroits à la fois, c'est-à-dire qu'en elle-même et dans le miroir. Et à ce moment-là, c'est ça, et apparaît grâce à une réflexivité. Nous, je pense qu'on prend conscience de soi. Alors, bien sûr qu'on a affaire à des miroirs. C'était quoi ça C'était une histoire hindoue.
mais bien sûr, je me rappelle pas des détails. On avait confié à quelqu'un un miroir. Oh, je me rappelle plus, mais c'était vraiment bien foutu. Mais en tout cas, euh, c'est vrai que si on n'avait pas de miroir, on aurait quand même une conscience de soi, parce qu'on a des sens de sensations internes. Et puis on voit nos mains, on voit nos pieds. C'est vrai que notre visage, on peut pas le voir parce que du coup, bah, les yeux, ce serait quand même un peu compliqué. Ou alors il faudrait les sortir, là, tchic, tchic, puis les mettre en face. Euh, donc le visage, on le connaît grâce au miroir, aux photos aujourd'hui et aux vidéos, grâce aux dessins. Avant, quand il n'y avait pas tout ça, ils faisaient des portraits, des peintures, voilà, ou des sculptures. Voilà, il y avait, au départ, il y avait ça. Comme conscience de soi, il y avait les sculptures. Hum, Après, comme conscience de soi, il y a aussi le fait que ben, quand on est trois, quand on est deux, c'est pas facile. C'est-à-dire qu'on peut voir que l'autre, il a un visage, mais on peut pas dire qu'il est semblable à nous, quoi. Par contre, si on a deux personnes en face de soi, ben on se dit, ah bah tiens, ils ont quasiment le même visage. Enfin, c'est le même genre de truc, quoi. C'est pas une tête de chien, quoi. Donc, ben on se dit, ben peut-être que moi, vu que j'ai le même corps aussi que les deux personnes qui sont en face, je suis censée avoir un visage pas de chien non plus, quoi. Et peut-être que là, du coup, à partir de trois personnes, on peut rentrer dans une conscience de soi pour avoir, en ayant des éléments, des indicateurs de comparaison. Mais, euh, mais donc, oui, la conscience de soi après le personnage, tout ça, c'est encore une complexification de la conscience de soi. Le personnage, il naît après un certain nombre d'interactions qui créent une histoire. Et on a vu qu'on était un personnage de l'histoire, et du coup, on a fait des diapositives de ce personnage qui interagissait. Et au fur et à mesure de ces diapositives, on a fait une somme de caractéristiques, de comportements et toutes sortes de choses. On va pas faire la liste, c'est pas intéressant. Qui font qu'on peut créer une image résiduelle de ce qu'on pense être soi. Et du coup, ben, on a fini par dire très récemment, la psychologie c'est super récent, hein, on a fini par dire que c'était le conscient, le moi. Dans la psychologie, vous avez donc le ça, le moi et le surmoi. Et ben, donc le moi, le conscient, donc on a finalement ça en psychologie. Ce qu'on a en psychologie, surtout jungienne, enfin en freudienne, on a le moi, le moi, le surmoi et le ça. Et en psychologie jungienne a été introduit le soi, parce que le soi remplaçait un peu le ça. Mais je pense alors Freud, il était totalement fermé au soi, évidemment. Le ça lui suffisait, il fallait pas aller au-delà. Et Jung, il a introduit le soi, avec la notion de l'âme, tout ça. Et après l'alchimie, et après aussi la physique quantique, parce que Jung s'était intéressé à la physique quantique, pas longtemps, parce que c'était vers la fin. Et puis après, il l'a pas forcément développé, je sais pas, enfin en tout cas, il a surtout exploré l'alchimie. Mais du coup, je sais plus ce que je disais. Oui, c'est ça. Donc, les trois strates de la psyché en psychologie classique freudienne, et les trois strates aussi, parce qu'en fait, je dirais que Jung, il assimile le ça avec le soi. Alors, j'en ai pas la preuve parce que j'ai pas assez étudié Jung pour le connaître par cœur. Mais la notion que j'en ai conservée, c'est que le ça serait quand même assez équivalent avec le soi. Et Mais pourtant, il fait une nuance, donc il y aurait quatre entités pour Jung, mais je pense qu'il y en a que trois de toute façon quand même. Mais peut-être que du coup, il y a comme une ambivalence du ça parce qu'il était quand même très formaté freudien, malgré tout, bien qu'il ait développé une pensée immense qui sortait du cadre freudien. Euh, du coup, ce fameux ça qu'il a étudié de Freud, je pense qu'il l'a décomposé en ce qui serait le subconscient et ce qui serait le soi. Je pense que du coup, il a fait un mix, quoi. Bon, après, je dis ça comme ça parce que c'est un ressenti, hein. Je n'ai pas du tout la preuve de ce que je raconte au niveau de ses écrits et tout ça, ou de ses interviews, parce que je pense
pas forcément qu'ils faisaient des conférences, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, elles ont pas été filmées, hein. Après, peut-être, hein, qu'on retrouvera des documents, c'est bon. Bref. Donc le ça et le soi, quelle serait la différence donc dans la nuance que pourrait faire, Jung? En tout cas, qu'on pourrait faire en psychoatomique, parce que moi j'ai toujours une lecture psychoatomique, c'est que, le ça, c'est ce qu'on appelle l'inconscient et donc ce fameux truc qui est, super intelligent, mais qui n'a pas conscience de soi et c'est pour ça que du coup il est inconscient. Et c'est pour ça que du coup, j'en ai déduit que être conscient, c'est être conscient de soi, en réflexion. Et, et donc si on revient plus vers le noyau atomique, il y a cet inconscient qui est dans le noyau. Il n'est pas conscient de soi parce que dans le noyau, il n'y a pas de réflexion. Dans le noyau, il y a très peu d'espace-temps. Je veux dire, nous, à notre échelle, on peut dire qu'il n'y en a pas. Mais dans le noyau, il y a quand même du mouvement. Donc, qui dit mouvement, dit espace-temps. Mais c'est vrai que c'est une autre échelle, quoi. Ça n'a rien à voir. Déjà, le subatome, tout ce qui est l'astral, le monde de la mort, tout ça, c'est déjà une autre échelle qui est plus petite que la nôtre par rapport à nous, par rapport à notre perception. C'est-à-dire qu'elle est intérieure. C'est en ce sens qu'elle est plus petite, mais après elle est beaucoup plus puissante au niveau de l'énergie. Et puis plus on rentre à l'intérieur de soi, enfin du corps, des atomes, et plus l'énergie est puissante, plus on va vers le petit. Donc dans le noyau, il y a une énergie considérable, évidemment, et j'allais dire une conscience, non, il n'y a pas de conscience, et une intelligence phénoménale, puisqu'il s'y trouve les logiciels et les programmes primordiaux, c'est-à-dire les programmes d'harmonie en fait. Et la disharmonie naît dans le subatome quand il y a une fractalisation, c'est-à-dire une sous-programmation des programmes originaux. Et donc, c'est sur la question, c'est sur la conscience. Comment est-ce qu'il pourrait y avoir une conscience dans le noyau, c'est-à-dire dans l'inconscient? C'est-à-dire une conscience de soi, un miroir. Est-ce qu'il y a des miroirs dans le noyau? Je sais pas. Après, c'est vrai que moi, je me pose ce genre de questions, mais pour la plupart des gens, ça n'a aucun intérêt. Donc, l'intérêt ici de cette vidéo, ça serait plutôt de dire que le conscient, c'est la conscience de soi, par altérité ou par reflet. Et puis, l'inconscient, c'est la partie de soi intérieure qui est intelligente. Et donc, la conclusion, ça serait que l'usage du mot inconscience qu'on en fait, quand on dit à quelqu'un qu'il est inconscient, ça veut dire qu'il est stupide, quoi, qu'il fait n'importe quoi et qu'il va s'attirer des ennuis parce qu'il ne voit pas plus loin que le bout de son nez et tout ça. C'est souvent dans ce cadre-là qu'on utilise le mot inconscient. Et puis, fameux inconscient collectif, c'est intéressant aussi parce que c'est la somme de tous les conscients, en fait. C'est la somme de tous les conscients, l'inconscient collectif. Par feedback. Évidemment, c'est pas la somme de tous les conscients dans la matière active, agissante, parce que ça, c'est du présent. Mais dès qu'il y a un mouvement de A vers B, quand vous êtes sur B, vous êtes déjà dans un feedback. C'est-à-dire quand vous êtes sur le point B, votre point A, c'est déjà du passé. Donc, et quand vous êtes sur B et que vous allez sur C, et que vous êtes sur C, quand vous êtes sur C, le B, c'est fini. Donc, je ne sais même plus pourquoi je dis ça, au sujet de l'inconscience et de la mémoire du feedback. Non, je ne sais même plus. Il faudrait que je réécoute comment j'ai commencé ma phrase pour savoir de quoi je voulais parler. Bon, voilà, je vais finir de manger et puis ça se terminera là.